Caramel. 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 Mou. Caramel. 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 Il fut un temps, au milieu des années 70, où toute une région se leva contre l'extension d'un camp militaire, arguant qu'à la place, on pouvait plutôt y faire paître des moutons. Et en quelques années, cette lutte fédéra tout un conglomérat hétéroclite de paysans du cru, de néo-ruraux babacool, militants de l'autogestion, antimilitaristes de tout poil, régionalistes, musiciens et artistes. Le slogan Gardarem Lolarzac devint un mot d'ordre qui, au-delà d'une lutte régionale, finit par signifier le refus d'une partie de la population à continuer à cautionner les politiques des Pompidou et Giscard, alors au pouvoir. Lorsqu'après son élection en mai 81, François Mitterrand mit fin à ce projet d'extension, on pensait la cause entendue. Eh bien, 30 ans plus tard, cette époque semble bien révolue. La cavalerie, petit village sur lequel se trouve le camp militaire, vient en effet, en un an, de voir arriver 715 légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. À terme, ils seront 1300 légionnaires à investir le camp militaire du Larzac. Et cette fois, ni cailloux, ni fourche pour les accueillir. Faut dire que le vieillissement de la population et le manque de travail pour les jeunes qui quittent dès qu'ils le peuvent ce coin perdu du Sud-Aveyron sont passés par là. Du coup, cette arrivée est vécue par la population locale comme un formidable coup de booster à la vie économique locale. Le supermarché s'est agrandi, on construit des maisons à Tire-Larigot, on ouvre de nouvelles écoles, les 2 restaurants ne désemplissent pas, le vieil hôtel qui n'arrivait pas à trouver preneur vient d'être racheté et vient d'être rénové, l'église fait même le plein tous les dimanches, une crèche devrait voir le jour assez rapidement et il est même prévu que s'y monte une boutique de tatouage. Faut dire que la surface de dos et de biceps à décorer a légèrement explosé ces derniers temps. Seul un tout petit groupe de militants locaux continue à refuser que l'on puisse croire que le développement économique ne puisse passer que par l'arrivée de cette manne militaire. Ce groupe critique sa dimension, je cite, colonialiste, peste contre les exercices de tir à Tire-Larigot et les manœuvres qui se passent bien au-delà des limites du camp militaire. Et puis surtout, il regrette que les anciens des luttes des années 70 et suivantes, comme José Bové par exemple, soient demeurés si silencieux ces dernières semaines. Mais que veux-tu camarade, tout fout le camp. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Vous le savez sans doute, le 13 février dernier, un coup de pelle mécanique malencontreux et une canalisation éventrée ont noyé les studios de Radio Campus. Comme quoi, on a beau avoir un permis de conduire d'engin de chantier, si on ne sait pas en même temps lire un plan, on ne reste qu'un dangereux chauffard. Merci à Veolia et bravo pour ce sens de l'humour, parce que quand même, noyer les studios de Radio Campus le jour de la journée mondiale de la radio, fallait quand même oser le faire. Depuis, Radio Campus est devenue une radio itinérante, sans domicile fixe. FMR nous prête un bureau dans lequel un matériel de diffusion nous permet de relayer émissions enregistrées et programmation musicale, tandis que Radio Mumpaïs a mis à notre disposition un studio pour mettre en boîte les émissions qui seront diffusées après coup. Que ces 2 radios en soient remerciées. C'est dans l'adversité que l'on découvre et que l'on retrouve nos amis, et nous venons de nous en découvrir 2 assez formidables. Et puis, tant que j'y suis, je profite de cette première émission post-inondation pour remercier sur les ondes les structures, le Café culturel chez ta mère par exemple, ou Mix Armiris, ou encore la Cave aux Poésies, et plein d'autres, des auditeurs, des artistes qui nous ont depuis assuré de leur soutien. Merci à tous. C'est donc une émission enregistrée que vous êtes en train
d'écouter, plus de direct sur Radio Campus jusqu'à nouvel ordre. Ce caramel mou est mis en boîte dans un studio de Montpaïs le vendredi 24 février et sera diffusé le samedi 25 février dans l'après-midi et le vendredi 3 mars de 18 à 19h. Aujourd'hui, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et culturelle de cette émission, nous délivrera une nouvelle chronique de jazz bizarre et puis je recevrai Pauline Bayle pour son adaptation et sa mise en scène de l'Iliade d'Homère, encore visible au Théâtre Sorano le samedi 25 février à 20h. Également présent dans ce studio, l'accordéoniste Grégory Daltin, venu avec le contrebassiste Julien Dutu et le percussionniste et batteur Sébastien Gisbert, avant leur concert du 2 mars au Rex à Toulouse. Le Daltin Trio qui commence illico ce 765e numéro de Caramel Mou, et c'est tant mieux. Voilà, c'était donc Grégory Daltin qui, avec son trio, sera donc au Rex à Toulouse le jeudi 2 mars, autant pour fêter un album sorti l'année dernière que surtout pour présenter une musique que finalement, Grégory Daltin, on n'a pas trop l'occasion d'écouter à Toulouse. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu ici. Jouer avec ce trio. Effectivement, avec le trio, oui, ça faisait quelque temps qu'on n'était pas venu à Toulouse. Après, on est très content de revenir et aussi de présenter. Cet album, on l'a déjà présenté, mais c'est pas grave puisqu'entre-temps, il y a vraiment une continuité qui a été faite, puisqu'on a été et on est encore artiste associé à la scène nationale d'Albi. Donc ça nous a permis justement de pouvoir creuser un petit peu plus en termes de composition, de reprise, d'approfondir ce tango de l'autruche qui a été vraiment le répertoire fondateur de ce trio, et de l'ouvrir sur de nouvelles compositions, sur d'autres influences, Mais avant de parler de ce trio, on va peut-être parler un peu de vous, Grégory Daltin. Vous étiez venu nous voir l'année dernière, mais avec Kiko Ruiz, tout à fait. À l'occasion du duo que vous aviez monté à cette occasion-là, avec un album qui était sorti dans la foulée. Ouais. Mais c'est vrai qu'on vous a vu jouer dans plein de formations un peu tout terrain comme musicien. On vous a vu jouer avec l'Orchestre du Capitole, avec Pythagore, un ensemble de musique contemporaine, avec l'Orchestre de chambre aussi. Vous
vous avez fait beaucoup de ciné-concerts. Moi, personnellement, je vous ai découvert dans le quartet de Didier Labbé. Ouais. Si je me souviens bien, vous êtes aussi avec la rue Quétano. J'ai Vous- fait des trucs avec la rue Quétano, ouais, c'est vrai. avec Moussé Hakim. Moussé Hakim, Je ouais. vous ai vu accompagner l'ancien rugbyman argentin Oui. et maintenant chanteur de tango Ouais, Omar Hassan. Omar Hassan, jouer avec Tonton Salut, avec Bernardo Sandoval. Vous avez également participé à de la musique avec Ivan Cassar, Ouais, un je- arrangeur assez monstrueux qui a par exemple arrangé les derniers albums de Claude Nougaro, Nougaro. J'ai vu que vous jouiez aussi de temps en temps avec l'ensemble intercontemporain. Ouais, il y a quelqu'un Alors, d'intercontemporain aussi. c'est vrai que j'ai l'occasion de dire que oui, vous êtes tout terrain, vous défrichez des terrains peu connus pour l'accordéon. Ouais. Et cet instrument, c'est venu comment dans votre vie? Alors, par étapes, hein, en fait, déjà le côté tout-terrain, bah, je pense aussi c'est une personnalité. Voilà, je suis très curieux de nature, hein, et l'accordéon, je considère vraiment ça comme un instrument un instrument un peu du voyage. C'est-à-dire c'est un instrument que, de par sa nature, il est déjà tout-terrain parce qu'il touche déjà différentes régions du monde. Donc déjà, ça m'a intrigué, ça, ce côté un petit peu de voir comment on le traitait selon les différentes parties du monde dans lesquelles il était. Et puis après, voilà, c'est aussi des opportunités que j'ai eues, voilà, des collaborations avec l'Orchestre du Capitole pour ce qui était classique. Après, d'un projet, ça en a mené un autre, des collaborations, des rencontres. Et comme je suis curieux de nature, j'ai souvent accepté. Et ça m'a permis justement, voilà, de rencontrer plein de musique et de m'enrichir. Et je suis constamment à la recherche, je travaille énormément, toujours mon instrument. Voilà. Et donc, d'où c'est que ça m'est venu l'accordéon? Ça m'est venu Oui, parce que c'est toujours intriguant. Vous avez quoi, une petite trentaine d'années, sans J'ai doute même 32 pas? ans, Ah 32 ouais, ans. vous les faites pas. C'est vrai que c'est quand même le moment où vous avez commencé la musique, c'était plus les guitares électriques, plus les bidouillages électroniques, plus les claviers que l'accordéon. Ouais. L'accordéon avait encore cette réputation de vieil instrument ringard dont on regardait les Tout à exploits le fait. samedi après-midi sur FR3. Tout à fait, ouais. Non, alors ouais, c'est ça. Ça n'a pas été facile les débuts en tant qu'accordéoniste. Moi, j'ai commencé à 11 ans par le biais de mon grand-père qui faisait de l'accordéon, enfin qui s'est acheté un accordéon lorsqu'il a été à la retraite. Et ça m'a de suite plu en fait, l'accordéon, instantanément, la physionomie, l'instrument et le son. Ça m'a de suite plu. Mais effectivement, les années collège ont été rudes en fait, hein, en termes d'intégration, en termes d'accordéoniste. Je pense que surtout ça a été, je l'ai beaucoup caché au final. Je crois que beaucoup d'accordéonistes ont caché au collège dans les années 90 qu'ils faisaient de l'accordéon. Et après en arrivant au lycée à Saint-Cernin, ici dans les filières musique, automatiquement il y avait quelque chose qui était ça intriguait quand même, hein, le fait de tu fais de l'accordéon, mais qu'est-ce que c'est et tout, parce qu'on a beaucoup cette image de la musique populaire, plus ou moins de bon goût, ça, Oui. voilà, moi je juge pas, mais maintenant je crois que l'instrument est complètement reconnu et bien intégré, que ce soit dans les établissements où on l'enseigne, et puis ensuite sur la scène aussi, hein. Je crois que voilà, à différents niveaux, je crois qu'il a retrouvé, on va dire ça, la place auquel il a droit. À partir de là, votre parcours d'instrumentiste et de musicien? Conservatoire, pôle supérieur, et puis après, je crois, au final, le métier de musicien, on l'apprend surtout sur scène, quoi. Je crois que c'est vraiment, c'est là où vraiment on apprend. Enfin, dans les établissements, on apprend la pratique d'un instrument, on va dire une rigueur de travail, on apprend à maîtriser un instrument. Après, vraiment, le métier de musicien et la réflexion autour de ça, c'est en jouant, voilà, avec des partenaires qui viennent d'horizons complètement différents et voilà, qui vous font découvrir des choses de par leur jeu, de par d'où ils viennent. Et petit à petit, ben voilà, vous faites votre soupe. Et puis, mais c'est génial. On a la chance incroyable de pouvoir évoluer dans ce milieu-là, je crois. Et ça, c'est vraiment une chance primordiale. Et il n'y a pas danger à un peu se perdre avec toutes ces collaborations, tous ces styles, tous ces mouvements que vous explorez? Alors, le risque, c'est au niveau du calendrier, en fait. C'est au niveau du calendrier. Si c'est que ça, c'est pas grave. Au niveau du calendrier de l'agenda, où souvent, automatiquement, on a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Après, je crois que moi, dans mon cas maintenant, voilà, j'entre dans une phase où j'ai un petit peu plus envie de canaliser mes activités musicales. Mais je crois qu'elle est nécessaire. Enfin, en tout cas, pour moi, elle était nécessaire, hein, de faire, voilà, d'aller à droite, à gauche, d'enchaîner concert sur concert, parce que automatiquement, parce que je disais, le métier de musicien, c'est là où on l'apprend, et où on l'apprend toute sa vie, voilà, ça s'arrête jamais, quoi. Enfin, la question... Avant d'écouter un premier morceau de cet album sorti l'an dernier, Le Tango de l'Autruche, c'est vrai que vous développez une musique avec ce trio-là, et c'est vrai que je vais revenir un peu sur cette question-là. Bien Il n'y a pas vraiment danger que vous y perdiez un peu là, ce que vous voulez faire, et qu'à un moment donné, vous soyez complètement noyé
Non, par rapport au trio, je pense Ouais. pas, parce que vraiment, ce qui est très très intéressant et ce qui est super avec mes camarades là, avec Sébastien et Julien, c'est que les trois, déjà à la base, on vient d'horizons différents, on a des parcours complètement différents, peut-être un petit peu plus similaires avec Sébastien, par le biais des études classiques, le conservatoire. Julien, bon, il se présentera après, mais c'était plus jazz, répertoire, tout ça. Donc chacun va vraiment ramener sa patte et, admettons, moi qui fais peut-être plus peut-être de musique contemporaine ou autre, ben voilà, par certains moments, les influences de musique contemporaine, peut-être c'est un peu moi qui vais les amener. Sébastien, lui, va amener autre chose. Julien va amener autre chose. Ce qui est intéressant, c'est ça, cette fusion qui se crée, voilà, qui s'opère, et bon, ben, ça se construit. Et voilà, moi je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Bon, ben, on va écouter tout de suite un premier morceau de cet album sorti en avril 2016, Tango de l'autruche, le nom de l'album, Beija Flor, le nom du morceau. Et on se retrouve juste après ça. Ouais, Jean-Pierre Lérac, hors micro évidemment, parce que c'est le plus souvent hors micro que vous parlez. Vous nous racontiez que Marc Perron, autre immense accordéoniste, avait plein d'histoires comme ça à raconter sur le malaise qu'il avait eu comme musicien accordéoniste. Marc Perron, c'est sûr que c'est
quelqu'un qui aime beaucoup raconter les histoires. Dans ses concerts, il y a toujours plein d'histoires. Et c'est lorsque il parlait de cette... Oui, donc Grégory Dalten parlait. Lorsque Grégory parlait de son, de son rapport à l'accordéon dans sa jeunesse, ça me rappelle cette anecdote qu'il racontait à chaque concert pratiquement, où quand il était dans le train comme ça, qu'il y avait des filles qui arrivaient, qui disaient vous êtes musicien, tout le temps s'approchait, alors il commençait, et puis après elle lui disait quel instrument vous jouez, de l'accordéon, et alors de suite après il n'y avait plus personne autour, ils étaient tous avec le guitariste, ça il le racontait à chaque concert, mais c'est, voilà, après je le raconte pas comme un Marc Perron bien sûr, non, sinon enfin, vous monteriez sur scène. Voilà. Sinon vous Non, mais monteriez surtout sur scène. oui, surtout que je joue pas à l'accordéon en plus. Et Grégory, évidemment, hors micro, vous nous en racontiez aussi une autre Voilà, qui était moi, assez savoureuse. Alors, j'ai la mienne, bien allez-y. sûr, j'ai Eh la ben mienne. ouais. Alors la mienne donc se passe au collège, dans la cour de récréation, je sais pas, je dois être en 5e, et un jour, je crois que c'est une fille en plus, donc c'était encore pire. Encore pire. Encore pire. Une fille, elle s'approche de moi pendant la cour et me dit tiens, c'est pour toi. Alors moi je pensais que c'était tiens, je me dis c'est sympa, elle me donne un truc. Et en fait j'ouvre l'espèce de papier qui était plié, et en fait c'était un papier d'un Malabar, des chewing-gums. Et en fait il y avait donc un garçon qui était assez boutonneux, avec des grosses lunettes, qui avait un appareil dentaire et qui jouait de l'accordéon en fait. Et il y avait marqué dessus le ringard. Ouais. Et je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué en fait. Je m'étais dit ah ouais, mais en même temps c'est pas pour autant que j'aurais renoncé à changer d'instrument quoi. Donc, on vient d'écouter le Dalten Trio avec un morceau extrait de ce premier album, le Tango de l'autruche. C'était quoi l'objet de ce trio lorsque vous l'avez monté? Alors, le trio, il est né en fait. Alors, avec Sébastien, on se connaissait du conservatoire. Julien, on s'est rencontrés lors d'une session théâtre pour enfants, je crois que c'était ça. Et un jour, Alain Lacroix m'appelle en me disant écoute, voilà, il y a une. Donc, Alain Lacroix, le patron de la salle bleue. Exactement, voilà. Alain m'appelle et me dit voilà, écoute, j'aimerais te proposer un concert, une inauguration de quelque chose. Voilà, j'aimerais que tu le fasses en trio. Et ça serait bien que tu fasses avec Julien et Sébastien, etc. Et donc, on s'est contacté, on s'est appelé et c'est parti comme ça en fait. Initialement, il n'y avait que des reprises, mais déjà il y avait quand même le fait d'avoir des timbres, on va dire, complètement différents. Je joue aussi du bandoneon en fait dans le trio, là je l'ai pas, mais voilà, il y avait des couleurs qui étaient relativement intéressantes, mais qui demandaient à être traitées peut-être d'une autre façon, peut-être un petit peu différente de celle qu'on avait coutume d'entendre. Et donc c'est parti comme ça, et puis après on a mené une composition, et voilà, boule de Oui, parce neige. que ce qui est quand même assez rare dans ce style de formation, de trio, c'est l'ensemble des musiciens là, qui composaient. Il y a beau avoir votre nom sur le nom du trio, il y a autant de compositions de Julien Dutu que de Sébastien Gisbert que de vous-même. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi là aussi ce travail de composition? C'était quoi? C'était essayer d'explorer les musiques du monde en lui donnant une couleur plutôt jazz, ou de laisser cours un peu aux différentes influences? Je vois que Je crois que Sébastien a envie de parler. Est en train de dire non, c'est pas du tout ça. Sébastien Gisbert, si vous voulez un peu. Oui, donc comme disait Grégory, c'est vrai que quand on est en répétition, on travaille les morceaux, on amène des thèmes, on amène des rythmes. Donc c'est quand même un travail de tous les trois. C'est vrai qu'il y a écrit Julien Dutu, il y a écrit Grégory Dalten sur les morceaux, mais c'est quand même on travaille tous les trois ensemble, et voilà, c'est ce qui est génial dans ce trio. C'est quand même un travail de groupe. Voilà. Tout à l'heure, Grégory Dalten le rappelait, vous avez un cursus qui est un peu similaire. Vous venez de la voie classique, j'allais dire le conservatoire. Oui. Mais la dernière fois que vous êtes passé à Caramel Mousse, c'était il y a 2-3 ans, c'était dans un groupe furieusement blues et rock. Ouais, c'était un avec duo. Lon Kent. Voilà, c'était un duo avec Lon Kent. C'était il y a 4 ans déjà, je crois. Et oui, donc du coup, c'est vrai que avec Grégory, on se connaît depuis très longtemps, et on a quand même joué souvent ensemble. Voilà. C'est quoi qui fait que la marque des jeunes musiciens, c'est effectivement cet éclectisme? C'est quoi? C'est l'arrivée d'Internet qui permet d'aller fouiller partout? Non, je pense que c'est plutôt c'est passionné de la musique, parce qu'il y a tellement de choses, que ce soit à l'accordéon, aux percussions, il y a tellement des rythmes différents dans le monde. C'est infinissable, donc du coup c'est vraiment une grosse recherche, c'est toute une vie, donc c'est très intéressant. Grégory, ce trio a maintenant 2-3 ans d'existence. Oui. C'est quoi la suite?
C'est simplement la scène, il y a un enregistrement autre qui est prévu, parce que finalement cet enregistrement, même s'il est sorti l'an dernier, il doit dater de 2014. Voilà, alors cet enregistrement, il date un petit peu et même si il est, comment dire, il représente ce qu'est le trio, quand même en 2-3 ans, forcément, on a évolué personnellement, on a évolué aussi ensemble. Donc, il est représentatif d'une certaine période du trio, je dirais. Là, on a les projets à venir. Les projets à venir, c'est l'enregistrement du deuxième disque qui est prévu pour septembre, normalement toujours avec le même label Clart Harmonia Mundi. Et ensuite, voilà, pareil, le trio, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir l'amener, on va dire, à flirter avec alors, soit différentes institutions ou différents musiciens, dans le sens où, voilà, on aimerait bien faire... On a fait aussi, à l'étranger, avec l'Orchestre Symphonique de Tunisie, à Tunis, un concert, le trio plus le symphonique. Ça, c'était vraiment très très chouette. Donc on a envie de renouveler cette expérience avec... Il y a des bandes qui traînent de ça? Il y a des bandes sur YouTube, ouais, il y a des bandes de répétition et des bandes du concert. Ça, c'était une expérience assez incroyable de faire avec un symphonique et du coup, voilà, on aimerait bien le refaire. Il y a des pourparlers, voilà, avec des organismes toulousains, des orchestres, donc voilà. Et en avril, on fait un ciné-concert, une création autour de films régionaux à la Cinémathèque de Toulouse. Vraiment une création unique, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de recherche avec l'équipe de la Cinémathèque de Toulouse dans les fonds qu'ils ont d'archives à Balma sur des films, vraiment des courts-métrages régionaux, alors aussi bien Midi-Pyrénées-Occitanie, puisque la région est grande, et voilà, on va faire un ciné-concert sur ça. Ce qui est intéressant, de pouvoir amener le trio sur différents terrains, voilà. Et ensuite, on aimerait bien pouvoir un jour partager la scène avec une tête d'affiche du monde du jazz. Voilà, on a des idées, on est en train d'y réfléchir. Le ciné-concert, c'est quelque chose qui a l'air de vous passionner. Bon, c'est vrai que vous Ouais. aviez commencé avec le quartet de Didier Labbé, même quelquefois en duo avec Didier Labbé sur des formules de ciné-concert. C'est quoi qui est si intéressant dans cette formule? C'est le côté improvisé ou le côté recherche de corrélation entre le son et l'image? Je crois que c'est ce qui est très intéressant. Moi, ce qui me plaît dans le ciné-concert, c'est le rapport à l'image, hein. Et le rapport à l'image et le fait d'improviser en direct. Le fait aussi que les lectures peuvent être différentes à chaque fois de l'image en fonction de la musique qu'on y place. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vu que la musique, sauf si on écrit un thème, mais si elle est improvisée et que généralement ça change d'une séquence à l'autre, le fait d'avoir, voilà, les lectures sont chaque fois différentes. Et ça, c'est hyper... Et puis le rapport à l'image, quoi. Je crois qu'on a la chance d'avoir à Toulouse une cinémathèque qui est bien vivante et qui a vraiment un fond impressionnant, vraiment. Et chaque fois, voilà, moi j'ai découvert plein de choses dont j'ignorais vraiment l'existence. Et c'est vraiment génial. Le rapport musique-image, de toute façon, voilà, c'est indissociable, quoi. Julien Dutu, le troisième membre de ce trio, ça vous a apporté quoi de jouer dans ce trio? Vous avez connu ici à Toulouse d'abord avec le duo Panossian, même si vous jouiez avant de rencontrer Rémi Panossian. C'est vraiment là qu'on vous avait un peu découvert comme contrebassiste. Dernièrement, vous étiez encore avec Initiative H. Il y a eu cette formation Little Radio avec Robin Finker, avec Camille Sèchepé et avec Pierre Paulet, si je me souviens bien. Qui a existé aussi à un moment donné. Dernièrement, on vous a aussi entendu dans les formations de Padovani, le saxophoniste. C'est quoi qui vous a intéressé dans ce travail en trio avec Grégory Dalteigne? Très bonne question. Eh bien ouais, je vous laisse 3 minutes pour réfléchir, mais non, même pas, on n'a pas le temps. Ce qui m'a plu, c'est déjà les personnalités. Parce que d'abord, ça sature. On est amis d'abord. Et donc ça m'a... C'est plus c'est un groupe, c'est que... Voilà, on a partagé vachement d'amitié et tout ça. Donc ça, c'est rare, je le souligne, parce que c'est rare dans un groupe voilà, d'être sur la même longueur d'onde et pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il y a le nom de Grégory, mais il y a pas il prend pas l'affiche ou il prend pas le devant de l'affiche. C'est un travail, j'allais dire, équitable. Mais voilà, et du coup, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas fait aussi. J'étais plutôt dans le jazz, soit traditionnel ou dans le jazz plutôt moderne, ou le jazz électro un peu avec Initiative H. Donc justement, c'est une palette que je n'avais pas fait. Et justement, de jouer avec un percussionniste. Donc j'avais plus l'habitude de jouer avec des batteurs jazz. Donc du coup, c'est assez différent aussi le jeu.
donc intéressant. Et avec l'accordéon aussi, il peut y avoir aussi le côté, il joue aussi de la coordina, donc du coup, juste la mélodie. Donc moi, ça me laisse à la fois pas mal de place et, enfin voilà, c'est assez intéressant pour moi pour ces deux. Pour ces deux raisons-là. Voilà. Bon, ben, très bien. Donc, on viendra vous voir début mars. Donc, je rappelle, le concert, c'est le 2 mars au Rex, donc pas très loin d'Arnaud Bernard, même devant la place Arnaud Ouais, Bernard. tout à fait, à 21h30. On va avoir droit à quoi? Nouvelle composition, je suppose. Alors, Des invités? au menu, alors pas d'invités pour ce coup-ci, mais voilà, des nouvelles compositions. Voilà, ouais, des nouvelles compositions. Le répertoire qui a évolué juste voilà, grâce à nos temps de résidence, on va dire, à la scène nationale d'Albi. Le dernier morceau que vous allez nous jouer maintenant, c'est une nouvelle composition? C'est une composition qui s'appelle Gyropode. Donc, qui ne se trouve pas sur l'album. Qui ne se trouve absolument pas sur l'album, non. Voilà. Très bien. Et bien voilà. Donc le Dalten Trio en direct dans les studios de Montpaïs, puisque Caramel Mou et Campus FM s'est exporté du côté de la place Saint-Cernel, le temps que les studios soient réparés ou qu'on nous ait relogés quelque part à Toulouse. Donc en direct des studios de Montpaïs, le Dalten Trio. Donc pour ce morceau, une nouveauté que l'on pourra écouter la semaine prochaine, jeudi 3 mars, au Rex, pour ce concert que donnera le Dalten Trio. Merci, messieurs, c'est à vous. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel Mou. Voilà, donc après le Dalten Trio, page éminemment musicale, on va parler d'une autre musique, mais cette fois c'est la musique des mots, avec une pièce que l'on pourra voir encore ce samedi 23 si je me souviens bien. 23 février, une pièce adaptée par Pauline Bayle d'après un texte, un monument d'Homère. Enfin, on dit Homère, on sait même pas sûr, c'est même pas sûr que ce soit lui qui l'a écrit. Ça peut-être vous nous en parlerez. Donc l'Iliade, vieux texte qui a bercé la jeunesse de pas mal d'entre nous. Dans quel état d'esprit on est quand on s'empare de ce texte-là? Moi, c'est un texte effectivement que j'avais lu quand j'étais petite, dans une version du coup abrégée et adaptée
Pour le jeune public. Oui, c'est ça, je devais avoir 12-13 ans, quoi. Et c'est un texte qui me plaisait beaucoup. À l'époque, je lisais beaucoup de récits d'aventure. J'adorais la littérature chevaleresque, la mythologie égyptienne, grecque, romaine et tout ça. Donc voilà, c'est un texte qui m'accompagne depuis que je suis petite et qui me plaisait beaucoup. En fait, quand j'ai décidé pour un nouveau projet d'adapter un texte, j'ai pensé à l'Iliade parce que il y a quelque chose dans l'épopée d'Homère que je trouve qui moi-même me bouleverse intimement et que je trouve universel en même temps. Et du coup, j'avais envie de raconter ça, d'utiliser le théâtre comme moyen pour raconter ça sur un plateau. Et c'est vrai que hier, en venant voir votre spectacle, je me demandais quand même comment on pouvait réussir à mettre en scène une histoire aussi foisonnante avec d'abord si peu d'acteurs et avec un décor assez minimaliste. Mais avant de parler de vos choix un peu de mise en scène, vos choix déjà d'adaptation, c'est vrai que c'est des choix de réécriture, par exemple. Oui, alors en fait, dans l'Iliade, moi, je savais qu'il fallait pas que le spectacle, dure plus d'1 heure et demie. Donc, j'ai décidé un peu d'aller à l'essentiel. Donc, en fait, au fil du travail, j'ai mis bien 3 mois, plus de 3 mois même à faire l'adaptation parce que l'Iliade, si c'est joué en intégrale, ça a été fait en Grande-Bretagne et ça a pris 14 heures. Donc, il n'a jamais été question de monter un spectacle de 14 heures, même si je crois que j'aurais bien aimé. Mais bon, bref. Du coup, là, il fallait que ça fasse 1 heure et demie. Je savais que j'avais 5 comédiens et que j'avais pas non plus des moyens démesurés. On était une petite compagnie. On sortait à peine du conservatoire et tout ça. Donc, voilà. Et du coup, en fait, c'est un travail d'épure. Petit à petit, j'ai essayé de garder le strict nécessaire, en fait, ce que je ne pouvais pas couper, ce que je ne pouvais pas enlever. Et ça a donné donc un spectacle qui faisait pile la bonne durée. Et en fait, moi, je me suis attachée à la trajectoire d'Achille. C'est ça ce qui me touchait le plus au début. L'Iliade, le premier mot d'Iliade en grec, c'est ménis, ça veut dire la colère, mais c'est pas une colère, c'est pas n'importe quel type de colère, c'est la colère divine. Et ça raconte la colère d'Achille qui se dispute avec Agamemnon, parce qu'Agamemnon lui prend une esclave et Achille ne le supporte pas. Et pour punir les Grecs, il décide de se retirer du combat et d'arrêter d'aider les Grecs à se battre contre les Troyens. Et du coup, sans Achille, les Grecs commencent de perdre la guerre. Et en fait, finalement, un des très bons amis, enfin le meilleur ami d'Achille va se relancer dans la guerre. Oui, alors ça fait débat. Moi, j'ai décidé effectivement que c'était son amant. Ça, c'est pas tout à fait explicite dans l'Iliade. Et du coup, Patrocle, l'ami d'Achille, retourne au combat, se fait tuer par Hector. Et pour venger son ami mort, Achille va décider de revenir se battre et va tuer Hector. Et en fait, l'Iliade se termine par Achille qui accepte de rendre le corps d'Hector au père d'Hector, Priam. Et donc, en fait, pour la première fois, Achille fait preuve de compassion. Il a appris la compassion. Donc, c'est vraiment, moi, ce mouvement qui part de la colère et qui se termine sur la compassion qui m'intéressait. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter. Donc, ça a demandé de couper énormément de combats en tout genre qui étaient super, mais c'était hors sujet, quoi. Et avec un parti pris très moderniste. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette superposition de niveau de langage qui va du rap au langage de la rue à une forme nettement plus classique. Et c'est vrai que ces 3 styles de langage, vous les mêlez dans votre adaptation. Oui, alors en fait, ça c'est parce qu'en plongeant dans le texte, je me suis rendu compte que l'antagonisme de l'Iliade, il n'est pas tant entre les Grecs et les Troyens, même si ça raconte une guerre. En fait, pour moi, l'antagonisme, il est entre les humains et les dieux. Et les dieux, chez les Grecs, surtout les dieux de l'Iliade, sont anthropomorphiques et tandis que les humains essaient de transcender leurs conditions de mortels, de s'élever, les dieux, eux, comme ils sont immortels, comme ils ne risquent rien, se répandent un peu dans les défauts humains les plus bas, la mesquinerie, la jalousie, enfin bon bref, c'est vraiment pas très glorieux. Et du coup, pour raconter cette différence de statut qu'il y a entre les humains et les dieux, je me suis dit que les dieux pouvaient parler dans un langage très quotidien. Et en fait, on est parti d'improvisation au plateau et j'ai écrit à partir des impros au plateau, donc dans un langage, de tous les jours, quoi. Tandis que le reste, là, les parties jouées, qui sont les histoires de héros, d'Hector, d'Achille, d'Agamemnon, là, pour le coup, sont beaucoup plus écrites, beaucoup plus tenues pour raconter parce que la caractéristique de toutes ces figures homériques, c'est qu'elles essaient de s'élever. Enfin, pour moi, il y a quelque chose où elles essaient de se dépasser, en fait, de plonger en elles-mêmes pour trouver leur place, leur juste place dans le monde. Et pour ça, elles sont prêtes à tout, quoi.
Du coup, voilà. C'est vrai que dans les thèmes que l'on retrouve dans l'Iliade, et il y en a plein, vous en sortez quand même plutôt deux qui tournent autour de l'héroïsme et du courage, le courage du guerrier, mais aussi le courage politique qui est énoncé aussi dans votre texte. Mais c'est des sentiments très individualistes, alors que dans Homère, il y a aussi tout un pan qui est sur plutôt l'action collective, symbolisée par Ulysse. Ulysse, c'est celui qui va achever la guerre de Troie, c'est celui qui va l'achever, parce qu'à un moment donné, c'est ensemble qui vont abattre les murailles de Troie, et pas dans les combats individuels dont vous nous parlez et dont parle votre Iliade pendant 1h20. Et c'est vrai que vous faites des choix de très, très marqués sur l'individu et pas sur le collectif, par exemple. Ouais, alors c'est une question très intéressante, hein, le rapport entre le groupe et l'individu chez les Grecs, chez Homère, pardon, parce que c'est très paradoxal, parce que j'ai quand même gardé des longs passages de combat qui sont très collectifs. Je crois qu'on nomme 120 morts. Oui, c'est vrai, mais ce n'est que des combats individuels. C'est vrai qu'on pourrait dire le nom de tous les gens qui ont été tués dans ces batailles, parce qu'il y en a plusieurs, et le nom de tous les personnages qui les ont tués. C'est vrai que ça n'est finalement que des duels. Oui, c'est du corps à corps. Hein. La guerre, c'est deux hommes qui se tuent, deux êtres humains qui se tuent à coups de lance, de javelot et autres couteaux, quoi. Ouais, mais la guerre, ça peut être aussi quelque chose de très stratégique où on balance là des groupes d'hommes de manière collective. Oui, mais moi, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ça résonne à l'intérieur, comment faire la guerre résonne à l'échelle, à son échelle à soi. J'avais pas envie de raconter une histoire de tacticien s'il y a des tacticiens, c'est les dieux qui manipulent les hommes à leur propre fin. En revanche, les humains, ils sont au milieu de tout ça et ils essaient de tirer leur épingle du jeu sans se faire tuer, en fait. Ils essaient tous d'échapper à la souffrance, et moi, c'est cette quête-là qui m'intéressait, chacun à sa place, que ce soit Andromaque à la maison, Hector côté troyen ou Achille côté grec, qui essaie de sauver sa peau et sauver la peau de ceux qu'ils aiment. Et juste sur la question individuelle et collective, sur les figures d'Hector et d'Achille, Achille, c'est vraiment un héros, une figure qui est extrêmement individualiste et personnelle. Il fait des choix uniquement guidés par ce qu'il ressent, sans se préoccuper du sort de ses compagnons. Le seul truc qui va le faire changer d'avis, c'est son ami qu'il aime et qui va mourir. Alors que Hector, face à Achille, c'est un modèle très différent, parce que Hector, il se bat, il est à la fois très seul, parce que c'est la figure troyenne. Les Troyens sont beaucoup moins développés que les Grecs dans l'Iliade. C'est la figure troyenne, mais en même temps, il est complètement au service de la communauté, au service de son père. C'est le gendre idéal, le mari idéal. Il est vraiment, il oublie, il se met au service de la communauté. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de restituer, cette différence entre Achille et Hector. Et c'est vrai qu'il en sort un texte plutôt furieux, violent, sanglant, mais en même temps poignant et compassionnel. Mais c'est vrai que c'est quand même le côté furieux et sanglant qui ressort de ces 1h20 de spectacle. Vous le disiez, il y a des scènes de bataille qui sont racontées, comme on pourrait nous les raconter au coin du feu, et ça dégouline de partout. Oui, ça c'est vraiment Homère. Il décrit, en fait, il a un angle sur la guerre qui est passionnant, que moi je trouve passionnant, parce que ça n'a rien à voir avec la manière dont nous on peut voir la guerre aujourd'hui. Après, le pacifisme, c'est quelque chose de très récent, en fait. Pendant des siècles et des siècles, la guerre, ça fait partie de la vie, et on ne négociait pas avec ça, en fait. Les hommes allaient faire la guerre et point barre. Et du coup, il n'a pas un jugement moral sur la guerre. Elle est dans le prolongement de la vie. Et ce rapport à la violence, ce rapport à la mort, je le trouve intéressant, parce que sans jugement moral, on n'est plus dans une dualité de la guerre c'est bien ou mal, on est ailleurs, en fait, et ça j'avais envie de le raconter, de raconter la guerre en marge d'une dualité morale du bien et du mal. Donc ça c'est votre Iliade d'Homère, l'adaptation que vous en faites, et que vous faites jouer par 5 acteurs qui sont issus de la compagnie à Tire-d'Aile, donc une compagnie que vous avez montée avec eux il y a peu de temps. Oui, en fait on a tous fait le conservatoire à Paris, et j'ai monté cette compagnie quand j'étais en 2e année, donc en 2011, donc ça fait 6 ans.
J'ai d'abord créé 2 pièces que j'ai écrites, et puis l'Iliade, c'est notre 3e projet. Avec une scénographie assez particulière. Donc, d'abord, l'Iliade, c'est une histoire où il y a 5000 personnages. Là, sur scène, ils sont 5. Ils jouent à 5 une vingtaine de personnages, entre les guerriers troyens et grecs, et puis les dieux, qui interviennent beaucoup aussi dans votre histoire. Ce choix, c'était un choix qui était impératif parce qu'il y avait peu de monde dans cette compagnie, ou c'était vraiment un choix de jeu et pour garder le rythme, garder l'intensité, proposer à ces 5 acteurs de jouer tous les personnages? Non, ça c'était un vrai choix. J'aurais pas voulu travailler avec trop de comédiens parce que j'avais envie de bien le faire, et je savais que monter un groupe avec les moyens qu'on avait, un groupe qui soit solide, généreux, c'était beaucoup plus facile à 5 qu'à 15. Faut pas avoir la folie des grandeurs. C'est bon. Du coup, non, j'étais très contente de ça. Et par ailleurs, moi, je crois que c'est Peter Brook, un metteur en scène anglais qui a beaucoup travaillé en France, qui dit que au théâtre, l'imagination remplit le vide. Et moi, je crois profondément là-dedans. Je crois que si un acteur défend une parole défend une écriture, s'engage dans une écriture avec un souffle, un élan vital, je crois que il peut voir, s'il voit ce qu'il dit, le spectateur, nous en face, on part avec lui en fait. Et il n'y a absolument pas besoin d'être dans une illustration naturaliste de ce qui est raconté. Donc non, moi ça, j'étais très très contente. Et pour eux aussi, moi j'avais envie que ce soit généreux pour eux, parce que moi je suis comédienne aussi, et quand on joue, on a envie d'avoir à manger. On n'a pas envie de faire de la décoration, la plante verte au fond de scène. Qui interviennent de temps en temps. Voilà, c'est ça, et qui vient juste de le faire valoir. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, dans tous mes projets, c'est des projets de groupe, qui sont fondés sur un groupe, et je fais confiance aux acteurs. Donc non, c'était un vrai choix, ça. Et là, ils sont servis parce qu'effectivement, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Oui. Il y a de la parole partout dans cette pièce-là. Et puis, j'ai quand même souvent l'impression que le théâtre, au-delà des mots, c'est aussi des images. Et c'est vrai que dans vos choix de scénographie, il y a des choses qui sont étonnantes. Le dernier combat de Achille, donc contre Hector, il va chercher dans un seau, puisque tout se passe, tout ce que vous utilisez, c'est dans des seaux. Il va chercher 2 éponges qui sont imbibées de peinture rouge et qui éclaboussent à ce moment-là la scène. Et il y a des images, quand il balance ces éponges partout, qui sont magnifiques. Et c'est vrai que vous avez un théâtre comme ça qui fonctionne aussi par image. Oui, c'est effectivement, c'est important pour moi de travailler essayer, en tout cas, je sais pas, c'est mon intention en tout cas, d'essayer de créer une forme de poésie visuelle, mais qui soit vraiment articulée avec la dramaturgie. Pour moi, les images, elles doivent être s'ancrer dans la dramaturgie. C'est-à-dire que je cherche pas à ce que ce soit beau, je cherche à ce que ce soit fort, à ce que ça ouvre l'imaginaire, et à ce que ça vienne mettre en lumière des choses qui me semblent importantes dans le texte. Donc, par exemple, ce moment que vous évoquez, qui est le moment où Achille revient dans la bataille, quand on lit Homère, c'est vraiment comme un tsunami, et dans la bataille, c'est-à-dire que c'est un demi-dieu, sa mère lui a donné des armes qui ont été forgées par le dieu Héphaïstos, donc c'est délirant de sang, en fait, et tellement c'est sanguinaire et de ça. Du coup, effectivement, les éponges ensanglantées, ça permettait d'un coup ramener une couleur qu'on n'avait pas du tout. Mais j'essaye vraiment le plus possible d'articuler image et dramaturgie, parce que sinon, pour que ça reste nécessaire en fait, parce que sinon c'est juste pour décorer. Et encore une fois, les plantes vertes et tout ça, ça m'intéresse pas. Avec quelque chose qui est assez étonnant aussi dans le jeu des acteurs, la troupe est composée de 3 garçons, 2 filles, et ils jouent tous les personnages sans faire gaffe si c'est des garçons ou des filles. Achille, je viens de dire, il balance du sang partout, mais c'est joué à ce moment-là par une fille. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne s'en rend plus compte. Je suis contente. Effectivement, parce que je crois ce qu'il y a d'universel dans les figures d'Homère et pas du tout propre au genre. Par exemple, on parlait d'Achille tout à l'heure. Donc, c'est un personnage qui, au début du livre, est en colère. À la fin, il a appris la compassion, pour faire simple. Et ça, moi, la colère et la compassion, je crois pas que ce soit des choses particulièrement viriles. C'est des choses dont moi, j'ai déjà fait l'expérience. Et je connais des filles qui ont fait cette expérience-là. Mais je dis pas du tout que les filles sont plus ça que les hommes. En fait, je dis que ça n'a rien à voir avec le genre.
et que effectivement quand un homme joue une partition de femme ou une femme joue une partition d'homme, tout à coup ça déjoue une sorte de représentation qu'on a et qui est tellement une sorte de convention, surtout pour les figures antiques où il y a les péplums, enfin c'est super, mais ça a quand même vachement, ça a créé une sorte de folklore où en fait on n'entend plus j'ai parlé juste pour moi j'entends plus très bien ce qui est dit parce que je vois que les attributs en fait, donc en général beaucoup, Brad Pitt dans 3 par exemple, des cnémides, des muscles, beaucoup de blondeur, beaucoup de beauté, et en fait du coup ça m'éloigne de la colère et de la compassion qui n'ont rien à voir avec les muscles et la blondeur et la beauté, et du coup il y a comme faire un détour pour revenir à l'essentiel, et par ailleurs je crois aussi que le théâtre, parce que c'est une expérience sensible, concrète, ça permet de faire bouger, ça donne une représentation du monde, et ça, moi j'aimerais bien, et j'aime bien quand ça me fait ça quand je vais au théâtre, que le théâtre donne à voir un monde qui n'existe pas en fait, qui est invisible, qui existera peut-être un jour, qui n'existera peut-être pas, mais que ça ne vienne pas juste enfoncer une porte ouverte où les femmes font ce qu'elles ont fait depuis des millénaires, enfin qu'il y ait quelque chose qui bouge, et c'est concret, c'est pas théorique. Ça j'aime bien. Vous étiez à la représentation hier ? Oui. Public énormément jeune. Oui. Beaucoup de lycéens, je suppose qu'il y avait pas mal de profs dans la salle qui avaient amené des classes pour venir voir ce texte. Ça a beaucoup rigolé. C'était aussi des effets voulus de faire rire. Je me suis posé la question à un moment donné dans le spectacle, parce qu'effectivement, ça a beaucoup rigolé. C'est vrai que les acteurs, ils sont pour beaucoup dans la façon de parler, dans la façon de se mouvoir. C'était quelque chose de voulu ou pas ? Non, mais ça rigole sur les dieux, en fait. Parce que c'est les dieux, ça rigole pas tout le temps, quand même. Parce que ça, je serais pas contente. Non, les dieux, effectivement, en fait, parce que les dieux, quand on lit l'Iliade, en fait, Héra fait vraiment, il y a tout un chant de l'Iliade où Héra décide de faire l'amour à Zeus pour qu'il s'endorme et pour qu'elle puisse aller intervenir dans la bataille et redonner l'avantage aux Grecs. Ça, c'est vraiment un vaudeville qui est terriblement vaudeville, je sais pas et ça effectivement le contraste, mais c'est drôle, mais j'aimerais bien qu'on voit aussi que c'est cruel en fait, que sur le moment on rit, mais quand même il joue avec le destin des hommes. Après effectivement oui, l'humour c'est quelque chose qui est fort dans le groupe, dans notre groupe d'acteurs, et dans le travail on fait des blagues pas mal et de ça, donc on était content de pouvoir travailler ça. Et puis moi j'ai un rapport à la comédie aussi où j'aime bien le travail très précis d'Orfèvre. Je trouve que c'est très très difficile de faire de la comédie, vraiment vraiment très difficile. J'ai une passion pour Feydeau par exemple, parce que si c'est bien monté, c'est à la fois déchirant de solitude et en même temps hilarant, et monter du Feydeau, c'est vraiment on monte 2 minutes utiles en 5 heures de répétition, et à la fin on a 2 minutes. Donc j'ai bien aimé ce travail vraiment très précis. Enfin c'est précis, et ça c'est pour moi comme acteur, comme actrice et comme metteur en scène, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Votre spectacle commence au moins à Toulouse, en dehors du théâtre. On s'est tous retrouvés devant les escaliers pour justement assister à la dispute entre Achille et Agamemnon autour de cette mauvaise redistribution du butin, et là en l'occurrence c'était des esclaves qui faisaient partie du butin. C'est quelque chose qui est systématique dans cette pièce-là, le fait de commencer le spectacle à l'extérieur du théâtre. Oui, c'est dans tous les endroits où on joue, on commence à l'extérieur. C'est quelque chose qui est venu pendant les répétitions, qu'on a décidé, que j'ai proposé aux comédiens, et ils ont été d'accord. En fait, parce que moi, une de mes grandes peurs quand j'ai commencé à travailler sur l'Iliade, c'était que ce soit qu'on soit coupé, en fait, que comme c'est une histoire qui se passe il y a 3000 ans, et comme c'est des figures qui sont qui pourraient être un peu écrasantes parce que elles sont tellement connues et elles ont tellement inspiré des dizaines et des dizaines d'auteurs, que j'avais très peur que ce soit à distance. Et du coup, le fait de commencer en dehors du plateau, en l'occurrence là dans la rue, mais quelquefois c'est dans le hall des théâtres et tout ça, ça permet de commencer avec les gens à leur niveau, à notre niveau en fait, pas à leur niveau. On part tous de ce qu'on est, et on part tous à la bataille. Oui, c'est ça. Mais parce que nous, dans le boulot, pendant le travail, quand on a commencé de travailler, j'ai commencé à travailler avec les comédiens sur Achille, Hector, Agamemnon, Ulysse et tout ça, moi, je voulais pas qu'ils jouent des héros de péplum, justement. Je voulais qu'ils travaillent à partir d'eux. Je voulais créer des points de contact entre ces figures d'Homère et puis nous. Donc, j'avais envie que les gens se sentent concernés, les gens du public se sentent impliqués dans
dans cette histoire-là pour pas que ce soit justement à distance, comme quand on regarde Ben Hur où c'est super, mais ça me concerne. Enfin, je me sens pas du tout concernée en fait. Bon, mais si je peux vous dire, c'est plutôt réussi. C'est un spectacle, l'Iliade d'après Homère, que l'on peut voir donc demain soir au théâtre Sorano à partir de 20h. Et je suppose que mes petits camarades du club, nouvelle émission de Campus, ça sera le deuxième numéro qui sera diffusé dimanche à 16h. Donc mes petits camarades du club reviendront largement sur ce spectacle. Donc qui finit ce mois de février au théâtre Sorano. Merci beaucoup en tout cas Pauline Balde d'être venue nous en parler ce soir. Merci. Si tu marches sur le plan, parce que tu as le tour du monde. Si tu marches sur le plan, parce que tu as le tour du monde. Si mal sur l'eau parce que à le du monde. Si ton regret commerce à ton visage, est-ce que tu n'es pas la Joconde?
Serge, le tour du monde, extrait d'un premier album qui vient de sortir, Laisse ça faire, traduction littérale de Let It Be des Beatles. Serge, un album sorti assez récemment et assez fantastique. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Nouveau studio, mais on est quand même bien installé. On est bien accueillis. Chez Merci Montpaillis, Radio Montpaillis. On est bien accueillis. Et nouvelle chronique. Voilà. Donc la dernière fois, j'avais parlé de cinéma, mais je vais quand même revenir à mes premiers amours. Mais on va quand même rester dans un domaine qui n'est pas entièrement musical. Donc nous allons parler d'un festival qui s'appelle Les Bruits Sonnantes, qui va se dérouler le 16, 17 et 18 mars, qui est organisé par le Théâtre du Hangar. Je ne sais pas si le Théâtre du Hangar, on peut rappeler que c'est un tout petit théâtre qui est dans le quartier Marengo, qui est juste derrière la gare. Magnifique petit théâtre. Donc ça fait quelques années qu'ils organisent ce festival, et c'est un petit festival dont on n'entend pas beaucoup parler, malheureusement, et qui pourtant mérite le détour. C'est vraiment un festival qui ressemble à vraiment aucun autre. C'est vraiment quelque chose de vraiment très pertinent. Et le sujet de ce festival, en fait, c'est la poésie contemporaine. C'est tout autour de la poésie contemporaine, sous toutes ses formes. Avec des performances, des lectures, des poésies sonores, des lectures intimistes. Là, à ce moment-là, j'aurais aimé que vous me posiez la question, par exemple, qu'est-ce que c'est que la poésie sonore? Mais je peux le comprendre, mais vous pouvez quand même l'expliquer. On peut l'expliquer. Donc, mettons que vous me posiez la question, qu'est-ce que c'est que la poésie sonore? Alors, la poésie sonore, donc en fait, c'est une pratique, c'est la mise en voix et en espace de ces textes, de ces poésies par l'auteur lui-même. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Alors c'est vrai que et ça se fait avec musiciens ou avec des installations qui font du bruit. Ou avec des musiciens. Il y a tout un tas de libertés. Le principe de base, c'est celui-là. Et alors c'est vrai que le chef de file un petit peu de cette pratique, quelqu'un qui est un petit peu celui qui donne la vie à tout le monde, c'est Charles Pennequin, qui est le plus célèbre le poète lillois, Charles Pennequin, ex-gendarme. Et c'est vrai que c'est quoi, tout mène à tout. Tout mène à tout. Et c'est vrai qu'on aime bien toujours dire que c'est un gendarme parce que c'est carrément invraisemblable quand on voit le personnage. Ses poèmes sont absolument incroyables. Et lui, il a l'habitude de sa compagnie, justement, il a beaucoup joué avec Jean-François Pauvros. Dans le guitariste. Le guitariste Jean-François Pauvros, évidemment avec Patrick Charbonnier également. Donc voilà, ce sont quand même des musiciens qui sont des improvisateurs, parce que lui, évidemment, il vit ses textes, c'est quelque chose. Je crois que très peu de gens peuvent lire des textes de Pennequin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, c'est vraiment un univers très très particulier. Donc Charles Pennequin, c'est vrai que je parle de Charles Pennequin parce que c'est un peu la référence dans ce domaine-là. Il ne sera pas à ce festival, mais il y a été plusieurs fois les éditions précédentes. Faut laisser un petit peu la place à d'autres gens à découvrir également là-dedans. Donc il y a quand même Sébastien Lespinasse qui est quand même le représentant de ce courant, qui est un ancien Toulousain maintenant qui habite à Paris, mais qui évidemment un petit peu qui s'implique un petit peu qui lui également un très grand performeur. Et on peut parler de Jean-Marie Champagne. J'ai envie de parler de Jean-Marie Champagne qui fait partie de l'équipe de Hangar, qui travaille à cette programmation et qui lui-même est quelqu'un qui est assez étonnant lorsqu'il raconte des poèmes comme ça. Il joue souvent avec Philippe Gelda. Et c'est vrai que on sent, c'est quand même la patte un peu Jean-Marie Champagne à travers cette programmation des Bruits Sonnantes. Alors c'est vrai que les musiciens, là vous le constatez, on est avec Jean-François Pauvros, on est avec et donc là vous comprenez, issus des scènes rock et improvisées. On est vraiment quand même plutôt dans le monde des musiques improvisées, vous l'aurez compris, des gens qui sont quand même un peu allumés, autant les gens qui disent des textes que les musiciens. Et donc on peut parler un petit peu de la programmation. Moi je ne veux pas rentrer dans le détail parce que mais quelques noms à aller voir. Voilà, alors par exemple il y a Catherine Froment, il y aura Laurent Avizou, parce qu'il y aura des moments carrément musicaux. Laurent Avizou, notre guitariste et clarinettiste toulousain. Il y aura le 17, il y aura la présence de Claire Bergerot. Claire Bergerot qui est plutôt musicienne, mais qui joue beaucoup avec sa voix et s'accompagne avec accordéon-voix que nous avons fait jouer récemment. Donc là, c'est la partie un petit peu musicale, mais c'est vraiment deux univers qui sont très proches. Et il y a un groupe qui s'appelle les Parleurs Quintet, qui sont des Toulousains, là, pour le coup. Il y aura Sébastien Lespinasse, il y aura Anne Choquet qui joue de la flûte. Voilà. Donc Vincent Barras avec Jacques Demière, qui est un excellent pianiste
de Suisse. Et donc voilà, donc il y a évidemment il y a des conférences, il y a tout un tas de choses, tout ça c'est dans ce cadre de ce petit théâtre et j'invite vraiment les gens à aller découvrir, c'est vraiment aller découvrir. Je parlais de Charles Pennequin, mais il y a tout un tas de gens qui sont intéressants dans cette mouvance et ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter une oreille, quoi. Donc les 15, 16 et 17 mars donc au théâtre du Hangar, petit théâtre calé rue des Cheminots si je me souviens bien. Voilà, derrière la gare. Voilà, c'est une super équipe, c'est vraiment un théâtre qui fait un super travail et j'espère que la gare TGV va pas les raser, nous espérons. Voilà. Et là, vous nous avez amené de la alors musique. là, un peu étonnamment, j'ai amené un groupe qui ne passe pas au bruit sonante, mais là, c'est comme si j'étais programmateur. En fait, j'imagine que ceux-là, ils peuvent y passer. Ils pourraient y passer. Et donc, peut-être s'ils écoutent l'émission, ça leur donnera une idée. En tout cas, c'est des gens qui travaillent vraiment là-dessus. C'est des gens de Pau, avec Frédéric Joalon, qui est l'ancien chanteur du groupe Kourgan, avec le magnifique accordéoniste basque Jesus Ored. Et là, le projet s'appelle Merleau-Ponty. Et c'est assez étonnant parce que il dit des poèmes, mais aussi il est un chanteur incroyable. Et voilà, donc avec Jesus Ored qui met des musiques incroyables derrière. Voilà, donc on écoute ça pour illustrer donc ce festival, les bruits sonnantes qui aura lieu le 15, 16 et 17 mars au Théâtre du Hangar à Toulouse. Voilà. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir. Toujours à ce moment-là, j'accuse un coup de suite, celui du lever de tête. J'accuse le coup. De suite, j'accuse mon coup d'horizontalité. Je le juge coupable d'horizontalité. Mon coup qui aurait pris un pli, faisant croire au salut par l'horizon. Un coup de théâtre magistral avec un horizon qui nie la courbe et je reste poli, qui superpose le filtre coloré et accumule la diffusion. Pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau. 134 Golden Hammer, leur slash, leur partout. 135 Deep Golden Hammer, slash en majorité, ambré, appuyé par tout l'or, avoir enfin. Pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau, pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau. 136 balles lavandeur, slash watt, autour du fuchsia, pour être. Bien sûr que ça marche. 104 Dick Amber, slash rose jaune, chaud jaune, complémentaire du fuchsia poudre aux yeux. Bien sûr que ça marche. 204 pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau. 205 foules, c'était orange demi-cé. Pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau. Pour faire croire à le Caravage, le créneau rêvé, juillet-août, lumière tranchée, lumière tranchée. Pour faire croire à un vrai crépuscule au plateau. Pour faire croire à un vrai crépuscule. Jean-Pierre, un dernier mot. Oui, je voulais juste préciser, j'ai un peu triché, mais c'est vrai que puisqu'ils ne seront pas au bruit sonnante, vous pourrez quand même les voir au Festival de Luge cet été. Ben voyons. Puisqu'il y aura... Ben voyons. Voilà, on appelle ça un teaser. Donc, auditeurs fidèles de Caramel Mou, nous sommes au mois de février et nous allons avoir droit à ça jusqu'au mois de juillet. C'était juste... l'annonce du prochain festival Jazz à Luz. C'était juste quand même parce que c'est un clin d'œil, c'est un lien qu'on a avec ce festival.
Et il y aura également Sébastien Lespinasse, puisqu'on aura une thématique un peu aussi autour des poètes sonores. Anne Leclerc Hello aussi, qui fait partie des gens aussi fous que Charles Penquin, parce qu'ils sont quand même un peu fous. Et c'est ce qu'on aime. Donc, en attendant, je le rappelle, 15, 16 et 17 mars, Les Bruits Sonnantes, festival organisé par le Théâtre du Hangar, chaudement recommandé par Jean-Pierre Lérac, et c'est là-dessus que ce premier caramel mou post-inondation va se terminer. On se retrouve sans doute le vendredi d'après. Cette émission sera rediffusée donc le vendredi 3. Vendredi 3, et ce soir-là, au Bijou, passera quelqu'un qu'on aime beaucoup ici à Caramel Mou, le chanteur Camus. Voilà, on se retrouve bientôt, à plus tard. Salut les filles. Caramel